Gaëtan Brouillard, bonjour. Bonjour Lisa, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation des éditions Philobia ici à Bucarest donc pour cette interview qui est consacrée à votre ouvrage La douleur repensée. Alors c'est un ouvrage formidable, franchement, à la lecture, ça nous a donné plein d'informations, plein d'idées, donc j'ai plein de questions à vous poser. Et la première question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi avoir écrit cet ouvrage? En quoi votre parcours de médecin vous a incité justement à écrire ce livre? Oui, oui. Tu sais que dans la vie, les choses n'arrivent pas au hasard. Hein? Il y a beaucoup de synchronicité. Je suis Oui. intéressant que tu poses cette question parce qu'effectivement, disons que ça fait 45 ans que je fais de la médecine. Je termine probablement cette année. Je veux davantage écrire. Et ce qui s'est passé à l'époque, eh bien, quand je suis sorti de l'université, j'étais plein, rempli de belles notions médicales et donc j'ai été travailler dans un système d'urgence où c'était la plus achalandée au Québec. Donc, j'étais à l'urgence d'un gros hôpital universitaire et Mhm. j'ai travaillé quelques années. Et je peux dire qu'après quelques temps, c'est sûr que on aide énormément les gens. On est là pour ramener les pièces ensemble, des polytraumatisés, etc., ou même les ramener à la vie parfois. Mais on finissait toujours par voir à l'arrière de ça comment est-ce que je pouvais suivre ces gens-là qui avaient eu un problème et comment le résoudre. Parce qu'à l'urgence, c'est un peu la patch, on veut, qu'on met pour sauver. Mais après ça, on fait quoi avec ça? Les gens restent pris avec un problème. Et donc, il a fallu que je fasse de plus en plus de cette médecine, si on veut dire, plus complète. Et pour moi, c'était très, très fort la médecine du pourquoi. Par exemple, tu arrives et tu as un mal de gorge épouvantable, tu as une otite, tu as quelques problèmes que ce soit. Eh bien, je n'étais pas le médecin d'emblée à mettre pour un symptôme un médicament. Donc, pour un malaise, aller mettre un anti-malaise dessus. Par exemple, tu as mal à la tête, tu peux mettre un analgésique, donc un antidouleur. Tu as un processus inflammatoire X parce que tu t'es tombé, tu vas donner un analgésique, un antibiotique parce que tu as une infection. Mais pourquoi on fait une infection à répétition? Pourquoi j'ai mal à la tête? Pourquoi j'ai un problème digestif? Et finalement, je voyais que la douleur était au centre de la plupart de toutes nos consultations. La plupart du temps, s'il n'y a pas de douleur, en général, on ne va pas voir le médecin. Hein? C'est Oui. lorsqu'on a un mal à quelque part qu'on décide de dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais aller chercher de l'aide. Et pour moi, si la personne venait, il fallait que j'aille voir le pourquoi de son problème. Et j'ai réalisé qu'à travers les années, eh bien, j'avais de plus en plus des cas de problèmes complexes, c'est-à-dire des problèmes qui n'avaient pas été résolus. Et je me Mhm. devais finalement d'aller voir, pour aider, finalement, d'aller voir à la source davantage. Et peut-être un de mes premiers patients, ce fut mon épouse qui avait eu un gros accident de ski finalement, puis elle a eu des problèmes de dos, de sciatique, d'hernie discale, et pour lesquels elle a passé à travers si on veut, le modèle même chirurgical de l'époque. Il a fallu qu'elle se fasse opérer. Et malgré l'opération, bon, il y avait moins de douleur, mais il y avait encore beaucoup de douleur. Et c'est là que j'ai commencé à aller voir un peu à l'extérieur de tout ça. Qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait aider la douleur? Quels étaient les autres modes antidouleurs, puis le pourquoi de cette douleur plus profonde? Et j'avoue que j'ai été obligé un peu de sortir souvent de mon endroit, c'est-à-dire que j'allais en Europe, j'allais aux États-Unis, j'allais un peu partout en Angleterre à un moment donné pour aller voir qu'est-ce qu'on avait apporté de solutions, puis de raisons pour aider à comprendre puis à soulager pour de bon, à un moment donné, le phénomène douloureux. Parce qu'il faut comprendre que même si, pour moi, je n'ai pas de douleur, mais dites-vous bien qu'à un moment donné, dans votre vie, vous allez avoir de la douleur. Mhm. Et le livre, finalement, est à propos de soulager cette douleur-là dans la profondeur et dans sa cause, mais aussi probablement de la prévenir. On va voir qu'il y a beaucoup de techniques vraiment simples que les gens peuvent utiliser pour finalement être le médecin intérieur qui leur parle, finalement, puis comment l'écouter, ce médecin qui peut faire beaucoup pour vous. Oui, alors, et j'ai une question justement. Est-ce que, d'après vous, est-ce que derrière tout symptôme, est-ce qu'il y a une composante psychologique, psychosomatique? Est-ce que vous pensez que, voilà, n'importe quel symptôme, un mal au pied, un mal de tête, un mal à l'estomac, ou des choses plus graves, même des accidents,
Est-ce qu'il y a toujours des composantes, alors je dirais biographiques, dans le sens que est-ce que les gens ont perdu quelque chose, une perte qu'ils n'ont pas pu surmonter, est-ce qu'un conflit qu'ils n'ont pas pu surmonter non plus, est-ce qu'il y a ces composantes-là d'après vous? Oui, c'est une question très, très intéressante et je pense que ça mérite vraiment qu'on s'y attarde parce que le traitement va en dépendre beaucoup parce que le jour où on n'adhère pas à cette possibilité, bien, on risque de passer à côté. Mhm. Je ne dirais pas toujours, hein? Il n'y a pas toujours Oui, une composante il n'y a pas psychique. toujours. Parce que, toujours, D'accord. c'est un grand mot. Mais je Oui. pourrais dire que 80% de nos problèmes sont reliés à euh, 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 des états psychologiques, si on veut, qui vont faire en sorte que ça peut entraîner une douleur, une maladie, etc. Mhm. Et d'une certaine façon, je peux définir un peu la douleur comme un mal nécessaire aussi, au sens que s'il n'y avait pas de douleur, eh bien, c'est comme si la vie est belle, on n'a rien à changer, on n'a rien à Oui, modifier dans notre vie, on est parfait. Mais oui. c'est pas ça que la vie nous enseigne. Ultimement, on a des choses, il y a une certaine évolution de l'être humain, je dirais une certaine qualité aussi que l'être humain doit développer de plus en plus dans sa relation avec l'humain, dans sa relation avec les autres. Et souvent, le malaise, et si on porte attention à la cause du malaise qui nous est infligé, eh bien, on va avoir probablement des réponses. Et si on règle le problème souvent qui est à la cause, peut-être au niveau psychologique, eh bien, le problème physique va finalement s'estomper graduellement aussi, et pour de bon. Parce que moi, je crois beaucoup que tout est question de vibration. Hein, et plus la vibration ralentit, et plus on a ce qu'on appelle la matérialité. On a le corps physique. Donc, c'est une question énergétique qui, à un moment donné, devient visible. Je donne souvent, par exemple, l'exemple, Mhm. par exemple, prenons de l'eau ou de la glace. Qu'est-ce que Oui, c'est de la glace ou de l'eau? C'est de la vapeur tout simplement qui s'est condensée, dont la vibration a été très ralentie au point qu'elle devient visible à l'œil, puis au point qu'elle devient oui. même très dure comme de la glace. Et plus on fait monter sa qualité énergétique au vibratoire, donc si les molécules s'activent sous l'effet de la chaleur, eh bien, elle disparaît. Dans notre atmosphère, on est rempli d'humidité qu'on ne voit pas. Donc, il y a beaucoup d'eau ici tout autour de moi. Je ne la vois pas, mais elle est présente. Et ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'est pas là. On le sait maintenant, la science nous a prouvé ça. Eh bien, c'est pareil, je pense que l'individu doit de plus en plus se concentrer sur qu'est-ce qu'il ne voit pas, et ce qu'il ne voit pas est aussi très important. Donc, pour moi, on est des êtres de qualité vibratoire, et remonter à la source des problèmes, c'est véritablement soulager le problème de fond et le faire disparaître probablement. D'accord. Donc, dans les symptômes qui n'ont pas de cause psychosomatique, vous dites qu'il y a quand même une large influence de l'alimentation en ce qui concerne le dérèglement des organes, voilà, lorsqu'on a mal, par exemple, des problèmes de digestion, etc. Vous dites qu'il y a quand même un déterminisme très important au niveau de l'alimentation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, justement, de Oui, ces tout à fait, Lydia. déterminants? Oui, puis je dirais que c'est un élément Mhm. très, très, très important. Je ne t'aurais pas dit ça la même chose il y a peut-être 50 ans Mhm. auparavant. Mais parce qu'auparavant, on avait quand même ce que j'appellerais une nourriture saine. On Oui, souffrait peut-être d'un certain manque parfois de bons légumes, de bons fruits, etc., parce que la question des transports n'y était pas, etc. Mais depuis une cinquantaine d'années, l'industrialisation et l'ultra-transformation de nos aliments ont fait en quelque sorte que le corps humain réagit fortement à quelque chose qui est relativement très nouveau pour lui. Le corps oui, humain existe depuis peut-être des centaines de milliers, des millions d'années peut-être, et le courant se fait très, très lentement. Et là, tout à coup, il y a eu une explosion industrielle qui a fait qu'on a commencé à nourrir des gens de façon à grande, grande échelle, en utilisant des produits, une motorisation un peu partout et surtout des agents de conservation, oui. des Mhm. agents pour le goût. Donc, on a modifié, puis en plus, on a même modifié génétiquement les Oui, aliments, alors là, les effectivement. légumes, etc. On peut voir que le pauvre corps, dans tout ça, quand il arrive le temps de métaboliser ces produits-là, c'est un peu comme, c'est plein d'étrangers qui arrivent à son insu.
Et qui dit étranger pour le système immunitaire, ben, dit probablement une réaction de défense, une réaction pour laquelle il va mettre l'aliment ou la molécule étrangère sous un hall et il va commencer à réagir de façon bizarre parce qu'il y a tellement de choses en même temps qu'on peut manger. On a en moyenne, dépendant des pays, là, c'est à peu près 500 éléments, ce qu'on appelle des additifs alimentaires. C'est incroyable. Mm-hmm. Mais c'est sûr que juste un aliment comme ça ou un aliment additif qu'on met, c'est rien. Mais au cours d'une journée, on en a mis à gauche, on en a mis à droite, et ça, c'est souvent, on n'est même pas conscient. Eh bien, on en a mangé là, une quarantaine de produits différents. Et c'est comme ça tous les jours. Fait que c'est énorme et ça va créer donc un phénomène inflammatoire. On pourra voir pourquoi on crée de phénomène inflammatoire. Et donc, la nourriture, elle est devenue d'une certaine façon cet aspect inflammatoire qui va commencer, donc une inflammation chronique qui va commencer à générer des douleurs, des maladies un peu partout dans le corps humain. D'accord. Et alors, vous l'estimez, Gaëtan, à combien sur tous les gens qui viennent consulter donc, pour le traitement de la douleur, justement, vous estimez à quel pourcentage l'implication de l'alimentation, justement? Ben, je pense que c'est 100%. Parce que si je pars du principe, il faut d'abord que je questionne quel est l'état alimentaire de la personne. Si c'est une personne qui mange bien, etc., qui a une bonne éducation par rapport à son alimentation, eh bien d'accord, ce ne sera pas le cas. Mais tu es obligé de le poser la question à un moment donné, parce que le traitement que tu vas faire ne pourra tenir longtemps si l'inflammation intestinale et sanguine générée par les aliments n'est pas éliminée. Donc, c'est comme si ça va faire en sorte que ça va être beaucoup plus long à traiter. Et quand c'est traité, ça va revenir facilement tout le temps sur le plancher. Donc, la base alimentaire, à mon avis, est quelque chose d'indispensable. On n'a plus le choix, dans la société dans laquelle on vit actuellement, d'aller chercher des aliments qui sont sains. Par exemple, on n'a plus le choix non plus de manger ce que j'appelle des aliments biologiques. Même si on peut dire, je ne sais pas si c'est 100% biologique, est-ce que c'est parce que c'est marqué, ça ne veut pas dire que c'est vraiment biologique. Ben oui, c'est possible qu'il y ait peut-être 10-15% de l'alimentation chez qui c'est surfait, mais au moins, si vous avez 85% de votre alimentation qui est biologique, eh bien, c'est vraiment un gros plus. Et ce qu'on peut faire aussi soi-même quand on a la capacité d'avoir peut-être un petit jardin local, et c'est une chose importante. Il ne faut pas oublier que le corps humain arrive dans un endroit, dans une contrée où l'environnement biologique et alimentaire va s'interfluencer de façon importante. Et c'est comme si manger local aussi et de saison est beaucoup plus bénéfique que de manger tout le temps des fruits qui arrivent de pays exotiques, par exemple, ou de fruits exotiques que normalement, on n'a pas. Manger des oranges régulièrement, par exemple, pour nous, dans un pays qui est relativement froid, eh bien, c'est pas important. On n'a pas besoin des oranges, à mon avis. On va aller chercher notre vitamine C autrement. Oui. Et il y a trop de gens, finalement, qui vont chercher des fruits à l'extérieur, des légumes à l'extérieur. Et là, il faut qu'ils les conservent. Donc, ils sont récoltés trop tôt. On a mis des agents de conservation. Ils sont souvent OGM aussi pour qu'ils puissent résister pendant quelques semaines au transport. Eh bien, nous, on paie la note au bout de ça. Le corps humain va devenir de plus en plus hypothéqué par l'inflammation que ça génère. Alors, je voulais revenir, parce que vous conseillez quand même de prendre des suppléments naturels. Alors, je les cite, les enzymes, des oméga-3, le curcuma, etc. Donc, pour quelles raisons? Est-ce que vous pensez que c'est indispensable à notre alimentation, enfin à notre quotidien? Indispensable, c'est peut-être un peu fort, mais je te dirais que c'est souhaitable. C'est souhaitable pour la raison que on ne peut pas, on est dans un mode d'oxydation continuellement, le corps. Plus on vieillit, plus l'oxydation finit par encrasser, si on veut, le système. C'est comme une automobile. Tu sais, l'automobile qui est rendue à 200 000 km, eh bien, je te dirais, va pas la forcer à faire autant de choses, monter des montagnes à toute allure, etc., parce que à quelque part, il y a un encrassement qui s'est formé au cours des années.
même si on a beau avoir des filtres, etc., le corps humain, c'est la même chose. C'est une machine qui a une espérance de vie, moi, je dirais peut-être autour de 120 ans. On devrait être capable de vivre à moins, Ah oui, avec tout ce 120 qu'on ans. a actuellement, on pourrait aller à 120 ans, et 120 ans en santé, pas 120 ans là, cloué Oui, dans une... Et ça, pourquoi? Parce qu'on a aussi aujourd'hui la capacité d'aller voir la biochimie des aliments et de la biochimie de certains suppléments qui peuvent aider à contrecarrer cette particularité qu'on appelle l'oxydation. Et c'est un processus de vieillissement graduellement de nos organes. Donc, il y a moyen de retarder un peu le vieillissement. Pourquoi les oméga 3? Bien, je dirais déjà, c'est que notre alimentation en bons gras, elle est vraiment, elle a été trop modifiée. On a beaucoup de retard à faire de ce côté-là. On a beaucoup d'oméga 6, beaucoup d'oméga 9 qu'on n'a pas vraiment besoin. Et cette qualité nutritive, si on veut, cette balance entre les 3, 6 et 9 est débalancée aujourd'hui. ah oui, Donc, il faudrait retourner vers plus d'oméga 3. Bon, ce n'est pas toujours possible d'en avoir sous la main ou d'en prendre suffisamment. Et donc, un supplément pourrait être utile de prendre des oméga 3. Pour moi, c'est un supplément que je pourrais dire qui est quasi essentiel pour une bonne santé et une longévité accrue. d'accord. Et pour moi aussi, c'est que l'oméga 3, on vient de réaliser que plus on en a dans le système, plus les processus de vieillissement neurologique, dont l'Alzheimer, va Ah diminuer oui, aussi. On a aidé des Alzheimer en prenant je dirais, des mégadoses d'oméga 3. Et à notre grande surprise, juste en prenant que ça, eh bien, ces gens-là ont une augmentation de leur mémoire d'environ 40 ah oui, C'est c'est énorme. c'est fantastique. Donc, tu sais, avant de prendre des médicaments, moi, je me dis, allons voir qu'est-ce que la nature et les choses naturelles peuvent nous aider avant d'arriver carrément toujours à une médication qu'il va falloir prendre pour la vie. Donc, les oméga 3, c'est bon pour la mémoire, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le cœur, les maladies cardiaques. On s'est aperçu qu'on en avait moins parce que c'est anti-inflammatoire, les oméga 3. On souffre éventuellement d'une inflammation chronique graduelle, ce qui vaut tenir ça au minimal. Et donc, l'oméga 3 va aider. Ça aide également les problèmes de peau, les oméga 3, parce qu'une peau qui est moins sèche, qui est plus hydratée, qui est Ah plus oui, aussi graisseuse, si on veut, donc le plus la qualité de gras et d'eau va être proportionnelle. Et donc, ça aide également ces problèmes-là. Donc, c'est tellement anti-inflammatoire aussi que ça peut même aider les gens qui souffrent d'arthrite. C'est incroyable. Donc, c'est des suppléments, à mon avis, qui aident beaucoup l'individu actuellement à passer au travers le processus de vieillissement. Fait que même pour les gens qui d'accord. sont en bonne santé, moi, j'en prends régulièrement des oméga 3 depuis des années. Là, j'ai 71 ans, un peu plus, et c'est pour moi essentiel de prendre des oméga 3, même si j'ai une bonne alimentation. Tu as mentionné un deuxième élément important, à mon avis, qui est le curcuma. C'est pas pour rien qu'on a des plantes, puis on a tellement des belles choses dans la nature. Oui, C'est comme la pharmaceutique du bon Dieu. Hein. Moi, je me dis que ces plantes-là ne sont pas là pour rien. Donc, il faut aller s'en chercher et voir les qualités. Plus la science va avancer de ce côté, on va voir des propriétés intéressantes pour supporter même le vieillissement. Le curcuma est un excellent digestif, excellent aussi pour antioxydatif. Donc, tout processus de vieillissement aussi va être aidé par le curcuma. C'est un anti-inflammatoire intéressant, donc les douleurs en général aussi. J'ai vu de plus en plus d'études. Ce que je déplore, c'est qu'on n'en a pas suffisamment, on n'investit pas suffisamment vers les choses qui ne sont pas pharmaceutiques. oui, On aurait tellement de choses. Une des raisons pourquoi on n'investit pas dans les plantes, c'est qu'on ne peut pas les breveter. C'est uniquement la raison. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de belle qualité dans les plantes, mais ce n'est pas payant. Parce que tout le monde peut copier après et donc on n'est pas parrain de la molécule qu'on va avoir, qu'on va avoir mise au marché pour les 10-15 prochaines années, et souvent à des gros prix. Des gros prix. C'est incroyable comment les médicaments sont rendus chers aujourd'hui sous prétexte des recherches, etc., etc. Donc, le curcuma est excellent, excellent. On regarde des pays comme l'Inde, ils en bouffent régulièrement, ça fait partie de leur alimentation. Et nous, on aurait avantage à aller aider aussi notre corps en allant chercher un supplément, par exemple, d'oméga 3, donc d'oméga 3 et de curcuma. Et une vitamine que je pense qu'on peut
pas se passer, puis que ce soit chez nous ou chez vous, c'est la même chose. Le soleil, on manque de soleil à un moment donné, une partie de l'hiver. Même si le soleil se pointe encore dans les belles journées froides, eh bien, le soleil est au zénith, le soleil est trop bas. C'est Oui, important lorsque le soleil devient très haut parce que c'est là qu'on a réalisé que la vitamine D est synthétisée sous l'effet solaire lorsque le soleil est à son au zénith. maximum. Le Oui, zénith, oui, à son zénith. Donc, entre tout à 10 heures fait. et 2 heures de l'après-midi. C'est ça. Moi, je conseille aux gens de ne pas utiliser la crème solaire d'emblée pour au moins 20 minutes, puis s'exposer directement au soleil de 10 heures à 2 heures pour à peu près 15-20 minutes pour aller justement bénéficier de cette vitamine D3 que le soleil nous donne Mhm. gratuitement. Et on sait aujourd'hui à quel point la vitamine D est importante. Importante dans à peu près tout, que ce soit dans des maladies cardiaques, que ce soit dans le diabète, que ce soit dans l'arthrite, et que ce soit dans les maladies inflammatoires et les maladies, pas allergiques, mais les allergies aussi, mais les maladies virales. Les maladies virales, on a des centaines d'études qui ont démontré à quel point la vitamine D pouvait aider dans les processus de grippe. Et là, on a à peu près une cinquantaine d'études qui démontrent même que la vitamine D à bon dosage, donc sous forme de supplément. Quand Oui, je parle de supplément, c'est environ, on devrait prendre un supplément d'à peu près 3000 unités par jour ou à peu près 20 000 par semaine, parce que c'est une vitamine liposoluble qui se conserve dans le corps. Donc, une prise par semaine, ça peut faire aussi. Donc, 20 000 par semaine peut faire vraiment une différence. Et même lorsqu'il arrive une grippe, par exemple, même ce qu'on appelle le COVID, c'est très important, à mon avis, d'en prendre tout l'hiver actuellement. C'est la protection minimale qu'on doit aller chercher parce qu'on n'en a plus de vitamine D juste par le soleil. On ne peut plus s'exposer. On a fait des études en plein hiver, là, même en costume de bain, tu auras beau passer 1 heure, tu ne synthétises plus de vitamine D sous l'effet du soleil. Donc, c'est mhm. important. C'est important d'aller chercher cette vitamine D. Donc, on peut en prendre un peu moins l'été, mais l'hiver, il faut prendre une bonne quantité de vitamine D.